Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 13 juillet. Nous sommes donc arrivés à peu près déjà à la moitié de juillet. Je pense que bientôt, ça va commencer aussi les vacances de la construction. Et donc, apparemment, c'est le désert, au moins en ville. Et puis, tout le monde est heureux de partir vers la mer et puis tout ça. Après quoi, comme chaque année, quand on arrive à la fin du mois de juillet, on dirait que les vacances sont terminées. Non, c'est pas vrai. Il y a au moins une semaine encore de plus dans la semaine du mois d'août. Et puis finalement, après, si vous voulez voir quand est-ce que ça recommence, allez au bureau en gros. Il y a un bureau en gros ici. C'est très amusant parce que quand on arrive vers la moitié du mois d'août, qu'est-ce qu'on voit? On voit papa, maman, surtout maman, avec le chariot, et avec l'enfant qui va à l'école primaire, et avec la liste de tout ce qu'il doit avoir, comme les colorants, les crayons, enfin toutes ces choses comme ça, pour l'école. Ça veut dire que les vacances, plus ou moins, sont finies à partir de cette date-là. Voilà, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un cycle, le cycle du porc. Il ne faut pas penser qu'on est dans le monde de l'agriculture. Oui, on est dans le monde de l'agriculture et de l'alimentation et du bétail. Mais en réalité, c'est un phénomène qui peut s'adapter à plusieurs situations. Et là, on verra ici. C'est quoi le cycle du porc? C'est que, avant tout, quand est-ce qu'il a été découvert le cycle du porc? Ça a été découvert par un certain monsieur ici, Ézéchiel, qui était ministre de l'Agriculture pour M. Roosevelt, le président américain, et qui avait trouvé en 1925 que finalement il y avait ce cycle du porc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éleveurs de cochons, finalement, regardez juste le schéma qui est ici. Ça s'appelle ça la toile d'araignée. Pourquoi ça s'appelle toile d'araignée et où est l'araignée, là-dedans ou la toile, je ne sais pas. Mais ça s'appelle toile d'araignée. Ça, c'est un économiste, Kaldor, qui l'a appelé comme ça. Mais regardez qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez d'un côté, donc, quand les prix, mettons que le prix de la viande de porc est élevé, et donc les éleveurs de cochons, ils disent, ah, il faudra augmenter la production. Et donc, ils investissent pour avoir plus de cochons. En passant, vous savez, le Québec comment dire, fait des maternelles de cochons. C'est-à-dire, apparemment, il est renommé pour ça. C'est-à-dire, on peut voir, mettons, une maternelle de cochons, acheter les cochonnets et puis les faire grandir. Mais c'est ça que je crois ils font les éleveurs de cochons au Québec et ailleurs. Donc, regardez, quand les prix de la viande sont élevés, donc les élevateurs, les éleveurs, ils investissent dans plus de cochons. Naturellement, il y a un effet retardé, c'est-à-dire à cause du temps de reproduction, mettons 2 mois, 3 mois, finalement, quand est-ce qu'il y aura plus de viande à vendre? Vu que le prix était élevé ici à 1, on attend à 2 d'avoir la viande à vendre au prix précédent. Seulement que voici, le marché devient saturé, il y a trop, tout le monde, tous les fermiers se sont mis à produire plus de viande de cochon, et quand la viande de cochon arrive sur le marché, il y en a trop et le prix descend. Donc, ça a commencé avec, d'abord, il y a la viande de cochon et le prix est élevé parce qu'il n'y a pas beaucoup de viande. Donc, les fermiers cultivent, élèvent plus de cochons, mais ça prend 2, 3 mois, enfin, avant d'arriver à l'abattage de l'animal et mettre la viande sur le marché. Et quand ils le mettent sur le marché, comme tout le monde a fait, comme, mettons, l'éleveur A, l'éleveur B, l'éleveur C, tout le monde a fait ça, d'augmenter la production, il y a trop de viande disponible, donc le prix se met à tomber. Vu que le prix tombe, qu'est-ce qu'il fait le fermier? Une fois qu'il réalise que le prix est tombé, il produit moins de cochons. Et en produisant moins de cochons, il rétablit un certain équilibre. Et finalement, il en produit moins donc de ces cochons. Le résultat, c'est que finalement, vu qu'en général, on a produit moins de viande de cochon, le prix de la viande de cochon se remet à monter et le cycle recommence. Donc, les fermiers commencent à investir plus et tout ça. Ça, c'est ce que ce monsieur Ézéchiel avait trouvé en 1925. Aujourd'hui, les fermiers, je dois vous dire, ils sont comment dire, plus portés à connaître tout ça. Mais là, on parle de 1925. Et puis, regardez, donc tout est indiqué ici. Donc, les fameux cycles. Le graphique qui est là, que ce serait la toile d'araignée, regardez qu'est-ce que c'est. D'un côté, vous avez en pointillé, c'est la demande de viande de cochon. L'offre ici, la ligne noire,
entière, et finalement, ça représente la quantité de viande qui est disponible. Donc, vous trouvez, il y a des moments dans lesquels il y a une insuffisance de viande, c'est quand la demande est élevée et la production de cochon est basse, et vous avez des moments de surplus quand finalement vous avez la demande qui est élevée, et puis la demande qui est élevée, oui, c'est ça, et puis, non, pardon, excusez, la demande est basse et la production de cochon est élevée. Finalement, ça s'appelle, ce cycle-là. Où est-ce que vous le trouvez si vous voulez le voir mieux que mon schéma? Dans la bibliographie qu'on vous a donnée, il y a 5. C'est la première, le numéro 1, ça vous montre très bien tout ça. Et ça s'appelle aussi le Kitchen Cycle, parce que M. Kitchen avait dit justement c'est le cycle du cochon. Mais est-ce que ça s'applique seulement au cochon, cette affaire-là? Non, ça s'applique au bétail en général. Mais ça s'applique aussi dans la vraie vie. Imaginez par exemple qu'il y a un domaine qui attire beaucoup d'attention et ceux qui sont diplômés, les étudiants diplômés dans ce domaine font des salaires superbes et il n'y a pas beaucoup de diplômés dans ce domaine. Donc ça donne le goût à des nouveaux étudiants en arrière, les plus jeunes qui se disent « Ah, mais cette profession-là, ça rapporte beaucoup, donc je vais prendre la même chose moi aussi. » Donc après 2-3 ans d'études, ils sortent avec un diplôme. Mais il y en a tellement avec le diplôme que finalement, ce n'est plus si attrayant que ça d'avoir ce diplôme et d'avoir cette activité-là. C'est le même principe que vous avez ici. Vous l'avez, donc le cycle du cochon, en réalité, ça représente tout simplement la différence entre l'offre et la demande. Ou si vous voulez, comme c'est marqué ici, fluctuation cyclique de l'offre et des prix. Des choses intéressantes ici, vous avez les attentes adaptives, c'est-à-dire la production, voyez-vous, retard dans la production et les attentes adaptives. C'est-à-dire, c'est quoi les attentes adaptives? C'est que le fermier, au moins de l'époque, il disait, vu que les prix ont baissé, je ne produis pas de et il regarde, je ne produis pas beaucoup de cochons, et finalement, il regarde dans le passé, c'est quoi qui s'était passé. Donc, les attentes adaptives sont d'adapter la réalité d'aujourd'hui à ce qu'était la réalité du passé. Et c'est intéressant. Naturellement, si vous fouillez ce sujet-là des attentes, allez voir les attentes rationnelles. Je pense que je vous ai donné l'entrée pour les attentes rationnelles. C'est très intéressant. Ce sont les attentes adaptives et les attentes rationnelles. Ce sont essentiellement ce qu'on ferait aujourd'hui comme décision en se servant de qu'est-ce que c'était dans le passé, le comportement finalement qui semble similaire à celui aujourd'hui des prix par rapport à l'offre et à la demande. Donc ça s'appelle encore une fois Kitchen Cycle, ici le cycle de Kitchen. Et dans le cas de l'alimentation, pourquoi les fermiers aujourd'hui, c'est plus vraiment exactement comme c'était en 1925? C'est parce qu'ils ont aussi autre chose pour juger si ça vaut la peine de faire grandir plus l'animal pour l'abattre avec plus de livres, finalement, de viande à vendre. Et ça dépend. Ils se basent sur des ratios, voyez-vous. Le ratio porc-maïs, c'est un ratio très important. Ça s'appelle Hog Corn Ratio. Et vous pouvez le trouver sur Internet. Mais en concret, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de boisseaux de maïs. Un boisseau, c'est un sac, un volume d'à peu près 55 livres. C'est un boisseau de maïs qui soit égal comme prix à 100 livres de porc vivant sur pied. Donc, l'idée, c'est que plus le maïs coûte pas cher, enfin, plus le bas le prix, et plus, naturellement, le ratio est favorable pour la viande de porc. Et ça, c'est un ratio. Il y en a plusieurs d'autres ratios, et vous avez dans les références aussi, si vous allez regarder ça, vous avez les ratios d'alimentation parmi les références qui sont là. Est-ce que tout ça, c'est intéressant? Oui, c'est intéressant parce que ça nous dit que, finalement, on essaye d'anticiper les choses. Et pourquoi on a des cycles économiques? Et pourquoi, un peu, ça, c'est un exemple de qu'est-ce qui fait ces deux cycles économiques en petit. Et puis, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui.